Hey, bienvenue dans la chaîne, et bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo FAQ des 316 abonnés. Et donc comme annoncé, je vais donc faire cette FAQ, cette foire aux questions. Bien qu'ironiquement, plus je fais des FAQ, moins j'ai de questions en fait. Entre deux, YouTube a annoncé qui n'envoyait plus de mail YouTube. Ça veut dire que si tu as une petite communauté comme moi je suis, donc du coup ça veut dire que au-delà de YouTube, c'est-à-dire sur Twitter, Instagram, Facebook, des trucs comme ça, si t'as pas réussi à faire ça, du coup tu peux, du coup tes vidéos elles se mélangent avec les autres. Des autres grosses vidéos par-ci par-là. Il y avait déjà des problèmes avec les mails YouTube, déjà de base, déjà YouTube n'envoyait pas ça à tout le monde. Déjà qu'en tant que vidéaste, c'est déjà assez casse-pied, mais même en tant que consommateur, ça n'a pas aidé parce que j'ai loupé plein de vidéos, parce que faut suivre vraiment les gens sur les réseaux sociaux par-ci par-là, ou soit faut vraiment être connecté tous les jours sur YouTube, et des fois t'as tout simplement pas le temps. Alors mais passons au vif du sujet, parce que n'oubliez pas que vous regardez Alexem qui s'enregistre pendant qu'il regarde des vidéos de lui-même. Bonjour et bienvenue dans les news de la chaîne, présentées par vous savez qui. Et aujourd'hui l'information la plus importante, la plus capitale même, je dirais, aujourd'hui le youtubeur Alexandre Moisson dit Alexem ou l'adaptateur ou le comique a trouvé du travail. Et pas n'importe quel travail, un travail fixe même. Alors est-ce que cette nouvelle donnée va-t-il impacter la chaîne? Réponse avec le principal intéressé. Eh écoutez monsieur vous savez qui, je vais vous répondre honnêtement, je sais pas. Du coup, quand je vais aller travailler, du coup, je pourrais pas bosser sur les trucs artistiques à côté que je fais, que ce soit YouTube ou les autres trucs à côté. Et ce qui fait aussi que ça m'amène sur un autre point, c'est que YouTube, j'ai toujours considéré ça comme une passion. À un moment donné, j'avais envisagé ça vraiment comme un truc sérieux, des trucs comme ça, mais à un moment donné, quand j'ai constaté que mes vues n'étaient pas non plus mirobolants, je me suis dit que de toute façon, c'était pas la peine, et que moi, ça m'intéresserait pas de faire des vidéos à la chaîne, des trucs comme ça, des vidéos dans lesquelles auxquelles ça me conviendrait pas. En fait voilà, maintenant j'essaie vraiment de faire des vidéos auxquelles je suis content, je sais que ça a du rythme, je sais que ça peut avoir du montage. Même si c'est une vidéo par exemple à la Sonic, la mini critique de Sonic, à un moment donné je l'ai rematé, puis je me suis dit non en fait ça passe, c'est cool, il y a des images, il n'y a pas forcément besoin de voix off pour que ce soit bien rythmé, ça peut être totalement en full caméra, que ça passe quand même. Mais voilà, du coup pour vous annoncer ça, puis aussi, le fait est que je travaille sur d'autres choses à côté. Voilà, je travaille sur d'autres trucs artistiques. Bon, après, voilà, si vous avez dessous du jeu, vous avez compris de quoi je veux parler. Enfin, voilà, il y a deux trucs qui sont un peu d'écriture. Voilà, je vais pas tout dire non plus, voilà. Ensuite, je vais essayer quand même de continuer à faire des trucs sur la chaîne YouTube. Et au pire, j'aurai forcément toujours un moment de temps, parce que mon travail, point de vue professionnel, ça ne me prend que 30 heures par semaine. Donc, il y a forcément un moment donné, j'ai forcément une journée où j'ai forcément des bons moments de repos, donc je vais peut-être pouvoir tourner, je vais peut-être pouvoir écrire et tourner des vidéos à ce moment-là, et comme ça je vais pouvoir faire le montage entre deux. Du coup on verra bien, je vais essayer, donc ça fait déjà un début de quelque chose, c'est déjà sortir un peu la tête de l'eau, donc ça va faire du bien, déjà moralement, déjà, et puis même en tant que personne, déjà ça va déjà être suffisant, c'est déjà bien, et puis surtout je vais pouvoir envisager d'autres choses maintenant à l'heure actuelle. Maintenant c'est l'inconnu, maintenant je vais vers d'autres choses. Voilà, enfin, depuis le temps que je voulais ça et que je galérais à envisager d'autres choses, maintenant je vais pouvoir avoir un vrai truc, maintenant un truc fixe, en plus régulier, donc c'est cool, donc je suis vraiment content, et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à partager des choses ensemble. Voilà, je parle de vidéos YouTube toujours, vous en faites pas. Et voilà, bref, c'était la petite touche de merde, voilà, du coup maintenant, on va passer à la suite. Bref, commençons cette FAQ 316 abonnés avec Loop, qui me demande: as-tu un avis sur le projet film Five Nights at Freddy's fait par Blumhouse? Et en fait, je pense que ça peut être un super projet, parce que déjà de base, il y a le créateur de la saga qui participe au processus de création du film, et déjà rien que le fait qu'il y ait le créateur de la saga qui vienne gérer tout ça, déjà c'est déjà pas mal. Et en plus quand on sait, quand on a vu beaucoup de vidéos théories, je sais plus laquelle j'ai vu, mais quand on voit tout ce que le mec a mis de mythologique, comment il a réfléchi à tous les détails de la saga, vraiment tous
tous les aspects mythologiques, c'est assez dingue. Et puis Blumhouse, ils ont fait beaucoup de bonnes productions, comme beaucoup les splits de Shyamalan. Et justement, en parlant de split, du coup, je m'attendais plutôt à voir un M. Night Shyamalan sur un tel projet, pas Chris Columbus. C'est plus le réal qui me laisse un peu perplexe, parce que je sais pas ce que ça va donner, parce qu'il n'a pas spécialement fait de film d'horreur, je crois. Tandis que M. Night Shyamalan, il aurait pu apporter justement toute son atmosphère de sixième sens, c'est-à-dire l'atmosphère horrifique, mais en même temps un peu tragédie dramatique, et je pense que on peut lorgner dans un film qui pourra être assez spécial de ce côté-là. Je pense que ça va être un mix entre on va chier dessus, mais en même temps on va ressentir des émotions dedans. Donc j'avoue que j'attends ce projet assez curieusement, je suis plutôt intrigué, donc j'attends de voir ça. Et donc deuxième question, mis à part la Snyder Cut, quel autre trailer de DC t'a plu? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas été spécialement plus hypé que ça en voyant justement ce trailer de la Snyder Cut, parce que la musique Alléluia de Leonard Cohen, je veux bien, oui, effectivement, c'est un miracle et tout, mais j'aurais préféré un vrai trailer avec les musiques. Mais ouais, ok, c'est cool, on voit de nouvelles images, mais je sais pas, je comprends pas le ratio 1:33. Je trouve ça bizarre pour un film de super-héros, mais d'un côté, je trouve que ça rend plutôt bien, parce que du coup, on sent que c'est travaillé, voilà, on sent que c'est bien cadré au niveau, au niveau des lignes, donc on sent que ça a été pensé. C'est juste que j'ai pas été plus happé que ça, parce que je sais qu'on va avoir droit à des nouvelles images, donc je préfère plutôt juger le futur film qu'on va voir, enfin le film de 4 heures. Et donc le trailer qui moi m'a le plus hypé, c'est le trailer de The Batman, justement de Matt Reeves, parce que c'est déjà un excellent réal qui avait fait le bon Cloverfield, les excellents Planète des Singes, l'affrontement et Suprématie. Et puis là c'est vraiment une sorte de Batman où vraiment ça va être vraiment détective pour le coup, là avec l'homme mystère. Et le côté détective, Batman détective, c'est quelque chose qui avait beaucoup manqué même au cinéma, parce que tandis que là-dedans il y a moins un côté détective, puis il y a un côté sombre justement, et même très brutal, là justement avec ce plan où Batman il s'en prend à un mec qui est déjà au sol, vraiment il va vraiment de plein cœur. Et j'ai juste peur de tomber à une version dark kikoulesque de Batman de la version Nolan en fait. C'est juste ça dont j'ai peur en fait, c'est juste qu'on ait juste une version plus sombre que la version de Nolan en fait, parce que c'est pareil, là il a juste un an d'expérience et du coup c'est un Batman qui en est vraiment à ses tout débuts. Et je sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas ça m'a collé un peu des frissons. J'avoue que c'était très intéressant, et Robert Pattinson, je trouve qu'il est ultra crédible en Batman, et que ce soit même en Bruce Wayne, il a l'air d'être intéressant, il a l'air d'avoir un côté vraiment torturé, mais vraiment torturé quoi. Donc troisième question, tu as quel genre de console? J'ai une NES, j'ai une PlayStation. J'avais une PlayStation 1, mais c'est mon frère qui l'a. Ensuite, du coup, j'ai une PlayStation 2 et 3, qui est juste là. Ensuite, j'ai une Wii. J'ai la première Xbox One, la grosse justement. Puis j'ai une Xbox One S, parce que du coup, j'ai eu une télé 4K. Et du coup, pour pouvoir visionner les films en 4K, du coup, il me fallait un lecteur. Et justement, le bon rapport qualité-prix, c'était de prendre la Xbox One S, parce que du coup, elle a déjà un lecteur 4K dedans. Et ensuite j'ai une Xbox 360 aussi qui est juste là. J'ai eu à un moment donné une PSP, mais c'est mon frangin qui l'a aussi. Ensuite personnellement j'ai une Nintendo 3DS que j'ai racheté à mon frangin parce qu'il voulait s'en acheter une autre. Voilà, du coup voilà, méthode familiale, tout ça. Quatrième question, où est Jean Gérard depuis tout ce temps? Est-il parti en vacances? Du coup je vais laisser le principal intéressé te répondre. Eh ben disons mon Sherlock que je suis touché que tu prennes des nouvelles de moi, parce que disons que il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à moi ici. Je veux pas dire de nom. Mais bref, en tout cas, sache que j'étais obligé de prendre des vacances prolongées. Non pas parce que j'étais malade ou quoi que ce soit, mais disons qu'il y a un gros débile de merde qui a oublié d'écrire des épisodes des films et moi, et qui du coup n'a pas pensé à du tout me mettre ailleurs que dans les films et moi, parce que sinon... Crois-moi, j'ai très envie de tourner, hein. Mais sinon, dis connard, tu pourrais pas écrire des films et moi, s'il te plaît? Hé, je suis là, j'existe. Je veux exister. Je suis pas un chiffre. Je suis Jean Gérard. J'en fais trop? Ouais, j'en fais trop. On va dire ça. Et du coup, je te souhaite bonne chance pour la suite. Je sais pas du tout ce que tu fais dans la vie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bon courage et à la prochaine. Salut. Et en espérant que la prochaine fois, ce soit pas dans 4 ans, espèce de connard de fils de... Alors, j'avais vu ta critique de Ninja Turtles sur ton site. Bonne critique, je dois dire. Merci. Et mais as-tu vu le 2 qui était sorti en 2016? Et bah sache que non, parce que comme je n'ai pas aimé le premier, je vois pas pourquoi en fait j'aurais pris du temps pour voir la suite d'un film que je n'avais pas aimé en fait. Mais à ce qui paraît, il est sympa.
à ce qui paraît, il est déjà un peu mieux, c'est déjà plus divertissant, c'est déjà plus fun. J'ai pas spécialement envie de le voir, mais je le mettrai un de ces jours, t'en fais pas. Et voilà, je n'ai pas voulu trop me montrer envahissant, mais voici donc mes questions pour la FAQ, et bravo pour tes 316 abonnés. Je te remercie, donc même si c'est pas un palier ou quoi que ce soit, les 316 abonnés, c'était juste moi, c'était juste un délire. Merci à toi, donc merci Loop, donc je te remercie, et je te souhaite vraiment, là pour le coup, pas avec Jean-Gérard, mais je te souhaite vraiment bon courage pour la suite. Donc très cher Clara aux fraises me demande, qui était donc déjà passé dans la FAQ de l'année dernière pour les 204 abonnés, me demande « Bonjour Clara aux fraises de nos amis les Dino Magazine ». Déjà je savais pas que tu donnais un journal, faudra que je le lise à l'occasion. Ton film de Nino préféré qui ne soit pas un film Jurassic Park, ni King Kong, Smiley. Bah l'âge de glace 3, le temps des dinosaures. Ah bah si, désolé, ça marche, hein, les dinos sont au centre de l'intrigue. Hein. Ah je sais, je suis chiant, ouais. Ton bonus DVD Blu-ray préféré ou qui t'a marqué? Bah moi c'est simple, moi ça fait longtemps qu'il faudrait que je me pose pour regarder des making-of ou des trucs comme ça parce que j'adore voir comment tu construis les films, les trucs comme ça. Par exemple j'ai beaucoup aimé voir récemment l'histoire de Pixar. Ça reste très intéressant de voir comment du début et de voir leur évolution, de voir leur début au court-métrage et puis même leur première publicité de Pixar, de John Lasseter et toute l'équipe. Et ensuite de les voir travailler sur Toy Story, ensuite les voir réfléchir sur Mille et une pattes, enfin, vous les voir se creuser la tête, vraiment c'est super intéressant. Et surtout voir comment ils travaillent, ça c'est super cool, je trouve ça super intéressant parce que du coup ça donne qu'une envie, derrière c'est toi de créer, de t'inspirer d'eux, de créer derrière, quoi, c'est absolument ouf. Mais mon vrai bonus préféré, vraiment que ce soit en DVD ou Blu-ray, ce sont les making-of des Seigneurs des Anneaux. Honnêtement pour moi c'est un autre film, tu regardes la trilogie Seigneur des Anneaux, puis après tu te fais les bonus making-of vraiment... que je trouve ça phénoménal, tu vois vraiment toute la préparation, vraiment ce que ça a été en termes d'acteurs, tu les vois, les plans de tournage, tu vois vraiment les plans de tournage, tu vois que ça n'a pas été simple, ça a été compliqué, c'est sincère comme documentaire, je pense pas que ce soit le documentaire le plus sincère, parce que je pense que tu dois avoir vraiment des trucs plus sincères, genre comme fucking Kassovitz, où là vraiment c'est horrible à voir, où tu vois vraiment un réalisateur être broyé par le système hollywoodien, où tout barre en couille, tandis que là tu vois que ça se barre en couille, le Seigneur des Anneaux, le tournage de la trilogie, mais vraiment quand tu vois comment ils ont construit certains décors, ils ont construit un décor dans un gymnase, c'est ça pour y revenir un an après, tu te dis c'est dingue les mecs, ils ont laissé toute cette merde dans le gymnase, dans un hôtel, dans un gymnase, pour ensuite y revenir juste un an après pour tourner quoi, 2 pauvres plans. Tu vois tout le travail qui a été abattu, tu vois vraiment comment ils ont tourné en Nouvelle-Zélande, tu vois vraiment comment ils ont travaillé la post-production, tu vois que ça a été compliqué, que ça a été intense, tu vois vraiment tous les... je sais pas comment dire, mais tu vois tout le sac de nœuds qu'ils ont, que Jackson et toute son équipe ils ont dû se faire pour essayer de rendre ça dynamique, pour rendre les films dynamiques, pour que ce soit logique, cohérent, et puis... Non, je trouve ça hallucinant, pour moi, tu vis une aventure humaine à travers ces making-of là, tu vois vraiment, ce sont des mines d'or, tu vois vraiment comment ça a été travaillé, te dire que c'était à l'époque où il n'y avait pas les effets spéciaux, ça a commencé à peine à devenir, c'était vraiment le balbutiement des effets spéciaux vraiment numériques, mais qui était ultra balèze, c'est-à-dire on te faisait croire tout un univers, mais d'un côté, les effets spéciaux, on n'avait pas une place aussi prépondérante, ou soit, s'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, c'était vraiment pour amener quelque chose de quand même tangible. Le Retour du Roi, il y a peut-être beaucoup d'effets spéciaux, mais derrière quand tu vois tous les making-of, vraiment c'est hallucinant, tu vois vraiment toutes les anecdotes, et puis là tu vois les effets spéciaux, puis là, ça t'immerge dans l'univers de Tolkien, c'est juste fou, c'est une aventure humaine qui est incroyable, et c'est juste magique de voir ça juste après que tu aies vu les films en fait, c'est juste fou. Alors, troisième question, dans ta précédente FAQ, tu disais que Ghost Rider, l'esprit de la vengeance, était une grosse merde. Pourquoi ce mensonge? Quatrième question, ton film belge préféré, une fouet? Je suis désolé les Belges, mais en même temps la question était... Voilà, je suis désolé. Voilà. Mais je suis de tout cœur avec vous, je suis un ami, je ne viens pas en ennemi, je ne viens pas me moquer, voilà, c'est bon, voilà. Reposez les armes. Seulement, après, dire que j'ai un film préféré, non, pas pour l'instant, mais en même temps, j'ai pas vu beaucoup de films belges non plus. Reposez à nouveau les armes, s'il vous plaît. Et donc, pour répondre à la question, les premiers et les derniers de Bully Nanners, qui écrit et joue aussi dans le film, avec Albert Dupontel dans un film à l'ambiance maussade, mais en même temps pleine d'espoir, qui parle de la vie, qui parle de la mort. Enfin, je le conseille, il est plutôt sympa. C'est pas mon film préféré, mais il faudrait que je le revoie parce que je pense que ça pourrait être un revisionnage assez intéressant. Ensuite, La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt, où c'est un homme qui se retrouve seul sur une île déserte. Donc le sujet de base c'est pas non plus hyper original, mais derrière comment c'est amené, ça l'est. C'est pourtant, enfin, mes phrases sont super confuses, j'ai l'impression. Ensuite, un autre film d'animation, Ernest et Célestine, de Vincent Patard, Stéphane Aubier et de Benjamin Renner, qui lui a réalisé un grand méchant renard, je sais plus comment ça s'appelle, le grand méchant renard, c'est ça,
qui est un film d'animation super mignon, qui paye pas de mine mais qui est super mignon. Et du coup, Ernest et Célestine, j'ai découvert ça l'année dernière, c'est pareil, c'est un film mignon qui parle de différence, justement de tolérance et de différence dans un univers mignon tout plein. L'histoire d'amitié entre un ours et une souris. Franchement, l'histoire de tolérance et tout, et à un moment donné, t'as les schémas qui s'inversent, non, c'est pas mal, c'est très intéressant comment une société peut juger les différences et tout, c'est pas mal, et de l'utilisation justement des ours et des souris dans l'univers, c'est super intelligent parce que du coup les souris, vraiment les souris dedans, elles vont ramasser les dents des ours. Du coup j'en dis pas plus, mais dans l'univers, les dents ont une utilité parce que il y a tout un univers avec les souris, donc c'est très intéressant et surtout ouais, comme les préjugés aussi. Aussi c'est ça, je viens de me souvenir en disant ça, c'est un film sur les préjugés et tout. Ensuite Vampire de Vincent Lanoux, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéothèque des Blu-ray, justement la 3e partie. Vampire, qui est une sorte de C'est arrivé près de chez vous, donc c'est pareil, c'est un film belge là aussi. Faudrait que je le revoie parce que ça n'avait pas plus marqué que ça à l'époque, même si j'adore certaines répliques. Mais Vampire, une sorte de C'est arrivé près de chez vous, mais avec des vampires. Donc je le conseille parce que c'est vraiment plutôt méconnu, et pour le coup ça serait super cool que vous voyez parce que l'univers est super bien pensé. Et ensuite, et j'ai découvert ça récemment justement sur Netflix, Dickeneck d'Olivier von Hofstadt. En fait le scénar est prétexte, ça n'a pas spécialement de développement, c'est juste de trouver l'amour, trouver sa place, des trucs comme ça, c'est vraiment le truc bateau en soi, mais ça a des blagues, cette situation, ça se lâche, ça se prend pas au sérieux, mais ça fait du bien de voir un film comme ça de temps en temps, où vraiment tu vois les acteurs qui se lâchent, qui se font plaisir. C'est un univers qui parle des gens mais marginaux, qui sont mis de côté, mais qui sont obligés de vivre dans la pauvreté, mais tu vois leur vie, tu vois leur quotidien, tu vois vraiment leur quotidien, tu vois vraiment qui ils sont, tu vois vraiment tout ce qu'il y a. Vraiment, c'est pas dégueulasse parce que c'est pas non plus immonde, mais vraiment ce qu'il y a de crade, vraiment de la vie quotidienne. Enfin, c'est. Donc si vous n'avez pas encore regardé, je vous conseille. Eh ben alors, décidément, à chaque fois, j'oublie toujours une question avec toi. Alors, j'ai oublié celle-là, ton film avec le concept d'un jour sans fin préféré, mais qui ne soit pas un jour sans fin. Alors déjà, je n'ai pas vu ce film, oui je sais, honte à moi, mais bref, ça n'empêche pas d'aimer quand même certains films ou autre chose qui ressemblent au concept d'un jour sans fin, c'est-à-dire un film où le montage ou le personnage revit inlassablement la même chose. Et justement dans cette catégorie, j'adore beaucoup le film Edge of Tomorrow de Doug Liman, où vraiment le montage est excellent, il est dynamique et en plus, ce qui fait qu'on ne se perd jamais, on ressent ce que pas le traumatisme, mais tout le poids que porte Tom Cruise durant tout le film. Et en plus, toute la mise en scène et le scénario est super maligne, puisque du coup, on n'est jamais perdu, on sait exactement à quel moment il vit certaines choses. Ce qui fait que non seulement ça peut apporter un côté comique dans le comique de répétition, dans les trucs comme ça. Enfin bref, moi il y a juste la fin que je trouve toujours en demi-teinte, que je trouve vraiment pas terrible, mais sinon tout le film en lui-même est génial. Et du coup, je vais pouvoir me permettre de tricher un petit peu en vous parlant de l'épisode 11 de la saison 9 de Doctor Who, Descente au paradis. Mais sachez que c'est une excellente réflexion sur le deuil, que c'est une réflexion justement sur comment on avance dans la vie, sur comment il faut se battre, comment on ne doit pas baisser les bras, comment on doit porter, pas ses rêves, mais ses convictions à bout de bras, où vraiment la musique de Murray Gold, la réalisation, le montage, la performance de Peter Capaldi, l'écriture de Moffat, tout est parfait. C'est un épisode qui m'a collé les frissons, je m'attendais clairement pas, c'était une claque monumentale, un des meilleurs épisodes de série télé je pense, même une expérience mais monumentale. Donc regardez Doctor Who, vous le regrettez pas. Et donc, la suite de votre programme. Alors, 5e question, ta relation avec les films documentaires, amour, haine, Balek. Eh ben, indifférent. En fait, c'est juste que je déteste pas, j'aime pas spécialement non plus, c'est juste que pour moi, il faut que le sujet m'intéresse. Il faut que ça m'intrigue, il faut que j'y trouve un intérêt, quoi. J'ai pas envie de mater n'importe quel documentaire, des trucs comme ça, parce que j'ai envie que ça ait un intérêt ou quoi que ce soit. Par exemple, j'avais vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, L'Insoumis, le film sur Jean-Luc Mélenchon, parce que je trouvais ça intéressant de comment tu peux dépeindre un homme sans le côté... sans glorifier des trucs comme ça. Et effectivement, le film ne le glorifie jamais, ça le suit juste. Donc en vrai, je trouve ça plutôt sympa comme idée. C'est pareil, l'année dernière, j'avais découvert Ni juge ni soumise, le film Striptease de... J'ai marqué les noms exprès, de Yves Inan et de Jean Libon. Le personnage de la juge, enfin pas le personnage, mais la personne qui est la juge, j'ai oublié son nom, mais... J'ai l'impression qu'elle sortait d'un roman, enfin j'ai senti qu'elle sortait d'un personnage de fiction. Elle vit de ces situations à un moment donné. Elle dit à un mec, tu te calmes sinon je vais te faire une prise de judo, tu vas avoir mal, quoi. Je me suis dit, mais quoi, c'est quoi cette meuf? C'est génial, j'adore ce perso, j'adore cette femme. Après voilà, moi les documentaires, faut que ça m'intéresse.
Par exemple, bah, j'ai vu le documentaire sur l'histoire de Pixar parce que j'aime bien le monde de l'animation, j'aime bien comment tu vois les créateurs, les auteurs, les autrices être en train de travailler, je trouve ça super intéressant. Donc faut que j'y trouve un attrait. C'est juste que je suis indifférent en fait, c'est pas le truc que je vais chercher quoi. Alors nouvelle question, le film qui t'a fait quitter la salle de cinéma pendant la projection. Eh ben sache que j'ai pour principe de ne jamais partir de la salle de cinéma parce que j'ai payé ma place, donc je me dis que je dois voir le film jusqu'au bout. Bientôt je me dis que peut-être dans un élément de miracle, il peut se dégager à un moment donné, une fin, il peut y avoir un twist, il peut y avoir quelque chose qui peut se passer avec la mise en scène, avec la musique ou quoi que ce soit. Il peut y avoir n'importe quel élément qui, jusqu'au dernier moment, peut provoquer quelque chose en moi. Ah ouais, au moins ça valait le coup que je reste. Parce qu'au moins je peux être objectif en l'ayant vu du début jusqu'à la fin. Au moins je connais je sais tous les composants, je sais comment se déroule l'histoire, quelle est la structure, où vont les personnages du point A à un point B, je sais tout ça. Donc en fait c'est pas du tout mon genre de sortir d'une salle de cinéma. Sauf une fois, le film Sense de Ryusuke Hamaguchi m'a fait quitter la salle. Et ben en fait c'est un film, parce que je suis curieux à la base, c'est pour ça que je dis que je ne vais pas voir uniquement que des blockbusters ou des trucs comme ça, parce que je suis intéressé par une multitude de genres. Quand des fois une idée m'intrigue, une idée me rend curieux, bah, j'ai quand même envie d'aller le voir au cinéma. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière je suis allé voir 60 films. Il y a beaucoup de blockbusters, mais il y avait beaucoup de films indépendants, de films d'auteur, des trucs comme ça. Faut pas croire, mais j'essaye d'aller voir quand ça m'intéresse, quand le sujet m'intéresse aussi. Et donc Sense, ça avait la particularité d'être vendu comme un film à série, c'est-à-dire en fait c'était vendu en 5 épisodes réunis en un film. Et du coup je trouvais le concept intéressant parce qu'il y avait la première partie, le premier et le deuxième épisode, ensuite il y avait le troisième et quatrième épisode, et ensuite il y avait le cinquième. Et donc pour tout vous dire, moi je me suis barré à la fin de l'épisode 3 parce que c'était pas possible. J'ai passé un extrême mauvais moment parce qu'il se passait rien. Le sujet pour lequel nous avait vendu le film, genre la disparition, parce que c'est un groupe de femmes, et il y a un moment donné, il y a une des leurs qui disparaît, bah déjà ça met plus d'une heure pour que ça arrive, et ensuite c'est cassé déjà au bout du 3e épisode. Et puis ensuite, la bonne annonce, elle te montrait comme quoi ça allait être un truc de fou en fait, que ça allait avoir plein de mystères et tout, que ce soit ça allait être rythmé, qu'il allait y avoir un peu d'action. C'est un film où les personnages ne font que parler, contempler le silence, des trucs comme ça. Enfin, et en plus c'est ça qui m'a fait halluciner, c'est ça qui m'a fait quitter la salle, c'est que le réal a parfaitement conscience des défauts de son film et il l'assume et il s'en moque même et il se fout de ta gueule. Pendant longtemps j'ai pensé faire une critique, mais je me dis comment tu peux faire une critique d'un truc aussi vide quoi. Enfin c'est horrible, et en plus du coup il faudrait que je trouve le film en bonne qualité sur internet. Enfin je sais pas comment je peux faire pour le trouver, pour le critiquer. En plus ça serait long, ça serait horrible. En plus ça voudrait dire qu'il faudrait que je critique le film, enfin faudrait que je revoie le film pour pouvoir le critiquer derrière. Mais c'est hors de question. Allez vous faire voir. Non je veux pas, non merci. Alors, nouvelle question, pardon. Alors, ta scène de duel sabre épée artichaut. C'est non, je déconne. Et pourquoi c'est le premier duel de Jack et Will dans Pirates des Caraïbes 1? Ah, merde. Bah du coup, ça peut pas être le combat Dark Maul contre Qui-Gon et Obi-Wan dans La Menace Fantôme. Ça peut pas être le combat entre Anakin et Obi-Wan et le combat alterné avec Yoda et Palpatine dans Star Wars 3. Du coup, merde. Du coup, je suis dans la merde parce que du coup, c'était bien mis en scène, c'était narrativement, c'était fort. Du coup, je suis dans la merde, moi. Mais... En plus, c'est con, mon combat préféré des Pirates des Caraïbes, c'est Jack Sparrow contre David Jones dans le 3e. Parce que le 3e, en même temps, c'est le meilleur de la saga, donc je suis désolé. Mais effectivement, objectivement, c'est vrai que le combat de Jack et Will, c'est le meilleur de toute la saga. Et pour le savoir, en fait, du coup, je vais faire une petite leçon express, vite fait, de cette séquence. Vous êtes prêts? C'est parti! Déjà, il y a tout ce jeu dans l'affrontement entre Jack qui improvise sans cesse pour survivre et Will qui est le chevalier au cœur pur qui s'entraîne à l'épée pour se battre contre des pirates. Déjà, il y a de ça installé. Et puis, on voit bien l'intelligence du scénario et de la mise en scène. Quand Jack voit que Will a une épée, le plan est large pour nous rappeler le décor. Ensuite, le plan suivant, on nous rapproche les personnages dans le même cadre avec Will juste à la gauche et Jack qui se retourne et qui adopte une nouvelle position quand il comprend la menace et la musique qui change à ce moment-là. Do you think this wise boy? Crossing blades with a pirate.
Jack qui teste moralement Jack et puis en combat en manipulant, et la réal fait exprès un plan au ras du sol pour amener la stratégie de Jack pour qu'il se pousse et qu'il puisse accéder à la porte. Puis le plan panoramique qui suit l'épée montre la surprise de Jack, donc il comprend qu'il n'a pas affaire à n'importe qui, pour ensuite laisser place au dédain et qu'on se dise en même temps que lui que il est con ce Will, du coup il a plus d'épée pour se défendre. Ensuite il y a un plan approché sur Will qui attrape quelque chose, puis cut sur Jack et l'épée en train de brûler qui apparaît de la droite vers la gauche. Une menace doublement grandiose puisqu'elle fait peur à Lan, indiquant implicitement que c'est malheureusement pas la première fois que ça lui fait peur pour l'obliger à tourner une manivelle. Et le reste du combat, c'est un délice en termes d'utilisation de décors, dans la profondeur, la longueur, la largeur et même en hauteur, avec ses plans suffisamment longs et courts pour que ce soit bien rythmé, et cette réalisation de Gore Verbinski lisible et qui fait qu'on n'est jamais perdu dans le décor à aucun moment, et la bande originale de Hans Zimmer qui est raccord avec les coups d'épée pour dynamiter le tout. Et enfin, l'écriture de la séquence en elle-même. Comme expliqué, Jack et Will ne partagent pas la même vision. L'un essaye de s'échapper, tandis que l'autre veut l'en empêcher, et ils appartiennent à deux mondes différents. Donc il y a déjà un conflit entre les deux personnages qui est instauré et qui est bien installé. Quand Will lance l'épée dans la porte, Jack ne peut pas s'en sortir et dit à son adversaire qu'il est le seul obstacle entre lui et la fuite. Quand vient la fin du combat, où Will a tenu bon malgré la tricide de Jack, parce que c'est un pirate et que c'est justifié comme comportement, la garde est prête à répliquer, et il y a une symétrie intéressante entre le fait que la première fois cela se passait à gauche et puis ensuite que cela se déroule à droite, et que la droite c'est souvent synonyme, dans notre culture, que la droite c'est la synonyme de fuite, c'est la continuité. Mais là, Jack ne veut pas tuer Will parce qu'il y a quand même un code, mais par peur, il est prêt à le faire, faisant donc de Will à nouveau le seul obstacle entre lui et la fuite. Mais Jack ne peut pas s'enfuir à cause d'un élément qu'il avait oublié, ce personnage en train de murger qui l'attaque par derrière. En plus, ce plan de face qui montre bien la surprise où Jack est d'abord arrêté puis ensuite qui tombe un peu à la manière d'un cartoon, qui nous rappelle bien ce personnage. Ça montre aussi que malgré son talent d'improvisation, Jack ne peut pas tout prévoir et que ça insiste sur son côté faillible, tandis que Will a montré sa bravoure et son cœur pur au point qu'il est prêt à mourir pour tenir ses convictions. Donc avec tout ça, ce montage parfait en termes de rythme, de cut, cette réalisation qui sait placer la caméra où il faut et cette dose d'humour cartoonesque, c'est avant tout la rivalité, l'exploitation du caractère des personnages et surtout une combinaison de préparation paiement réunie en une scène qui trouve leur justification quoi qu'il arrive à n'importe quel moment, que cette scène est une perfection. Bon, c'est moins fort que le combat final de Star Wars La Revanche des Sith, mais bon, ça montre bien le niveau, Voilà, j'espère que cette petite leçon express était sympa, parce que du coup, je pense que j'ai un peu galéré pour faire le montage, mais bon bref, c'est pas grave, ça fait plaisir, puis c'est cool. Et puis donc, nouvelle question, ton film de voyage dans le temps préféré? J'allais dire Retour vers le futur, mais du coup c'est trop facile. Call d'Atlas des sœurs Wachowski? Non, c'est ambigu, parce que c'est pas vraiment du voyage dans le temps, c'est effectivement, tu traverses des époques, mais c'est pas vraiment du voyage dans le temps en tant que tel, parce que ce sont des histoires, mais à différentes époques. Donc non, ça marche pas. Puis ça me fait penser que j'ai toujours pas vu L'Armée des Touffes Singes de Terry Gilliam, moi. Donc il faudrait vraiment, sincèrement, que je me jette là-dessus. Ouais. J'en vois qu'un seul film avec du voyage dans le temps qui est vraiment mon préféré, qui soit pas Retour vers le futur, mais qui possède des scènes d'action cool et cultes avec des répliques qui ont marqué l'histoire du cinéma. J'en vois qu'un seul, puisqu'il s'agit de Avengers Endgame. Ça paraissait tellement évident en même temps. Quoi? Du troll? Bon, pas vraiment, non. Donc, avant-dernière question, un film à conseiller très méconnu / sous-coté est disponible sur Netflix si possible. C'est pour occuper ma soirée. Dédicace à Claire du futur. T'as vu, je passe sur YouTube! Alors déjà, tu te calmes, c'est mon émission, tu respectes, Et en plus, voilà, dédicace à Clara du futur. C'est même pas pour ta mère ou ton père que tu fais une dédicace. Espèce d'égoïste, va. Du coup, je vais pas citer uniquement que, je vais pas citer que des films qui sont vraiment méconnus. Ce sont des films, je pense, que sont un peu connus. Je pense que si tu fouilles un peu, voilà, je pense que tu peux connaître. Ce ne sont pas des films qui sont totalement inconnus, mais je vais en citer quelques-uns. Alors, il y a L'Affaire SK1 de Frédéric Tellier qui retrace justement l'enquête sur Guy Georges, qui était un violeur et un meurtrier, un tueur en série. Et c'est assez... c'est froid, c'est cru, c'est dur comme film, et en même temps c'est intriguant, c'est passionnant à suivre. Ensuite, Gazon maudit de Josiane Balasco. Alain Chabat est un connard dans ce film. C'est rare de le voir comme ça, de jouer de cette manière, être vraiment un pourri qui trompe sa femme avec plein de femmes à son boulot. Et justement, Victoria April, elle joue une mère au foyer qui un jour rencontre par hasard le personnage joué par Josiane Balasco qui est une lesbienne. Le trio est super
dedans c'est vraiment un super trio. Puis même du coup, et puis même à un moment donné, c'est imprévisible parce que tu sais pas où est-ce que le film va aller, parce que du coup ça va... Tu penses que ça va aller dans telle direction, puis en fait non, ensuite ça revient, ensuite non, enfin... C'est assez déroutant, c'est drôle, c'est pas mal du tout, puis la fin, je la trouve assez... C'est vraiment original pour le coup, c'est inattendu, et je peux vous conseiller parce qu'en plus, c'est vachement bien. Ensuite, Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, un film avec Jean Dujardin et Albert Dupontel, parce que j'adore Albert Dupontel, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit. Un film où le personnage de Jean Dujardin commence à développer un cancer, sauf que le cancer est ici personnifié en la personne justement d'Albert Dupontel qui va essayer de faire réagir différemment, qui va manipuler le personnage de Jean Dujardin pendant que Jean Dujardin il va essayer de se débarrasser de son cancer et ensuite... Enfin, Le bruit des glaçons, c'est un film pas forcément tordant, c'est pas forcément une réussite ou quoi que ce soit, mais je conseille pour le côté original et un peu fantastique du film. Ensuite, un petit film sympathique qui paye pas de mine, mais franchement, je l'aime bien, c'est un comédie complètement prévisible, t'as tous les codes des films romantiques. L'amour, c'est mieux à Dieu de Dominique Farrugia. Et puis surtout, c'est pas l'originalité, mais le concept de base qu'en fait, qui fait que le personnage de Clovis Cornillac, il ne croit qu'en l'amour en fait qui n'existe que par le pur hasard en fait, parce que dans sa famille, ses parents se sont rencontrés par hasard, ses grands-parents se sont rencontrés par hasard, tandis que derrière, t'as son copain Manu Payet qui est un don Juan qui découvre qu'il est devenu père entre deux à cause parce qu'il a oublié de mettre une capote avec une de ses conquêtes. Et du coup, son fils n'est pas français mais suédois qui s'appelle Arvid. Voilà, c'est la touche Farrugia, voilà, c'est le petit truc... C'est le petit truc qui fait que c'est sympa. Voilà, c'est la comédie détente que tu mets pour pas réfléchir, qui fait du bien. C'est pas original, mais ça fait du bien. Voilà. Hey, salut, c'est Romois, Alexem du futur pendant le montage. Ouais, parce que je me suis dit que ça serait peut-être plus dynamique de faire ça en audio. Ouais, parce que ça serait peut-être plus sympa, parce que j'ai enregistré la critique là, que vous voyez à l'affiche du film Kickboxer avec Van Damme, qui est un bon film, honnêtement. C'est bon, c'est un petit peu simpliste, l'histoire est un peu prétexte, l'histoire de vengeance du frère, machin, Van Damme qui essaye de venger son frère d'un combat de boxe. Mais n'empêche, il y a tout l'esprit art martial que t'as envie d'inculquer, vraiment, il y a tout cet esprit, t'as envie de faire des arts martiaux après ça, et puis surtout, tout l'esprit du film à se dépasser soi-même, mais aussi physiquement, aussi bien moralement. Et puis bref, Jean-Claude Van Damme, tu respectes, hein, puisque Jean-Claude Van Damme dedans, et bah, il a une scène qui est trop cool, qui je considère comme culte, la scène où il se lâche dans le bar. Enfin bref, c'est trop cool. Et puis du coup aussi, le film suivant, The Nice Guys de Sean Black. Sean Black qui a fait aussi le film Kiss Kiss Bang Bang, il n'est pas sur Netflix celui-là, mais que je vous conseille aussi parce que The Nice Guy, c'est tout l'esprit de Sean Black. C'est-à-dire aller là où tu ne penses que jamais les personnages iront, jamais là où le réalisateur ira aussi. Bref, une histoire de détective avec Russell Crowe et Ryan Gosling, où tous les deux sont charismatiques, aussi bien dans la loufoquerie que la badasserie. Et puis des personnages bracassés comme Sean Black les aime. Toute une esthétique pulp des années 80 au service d'une histoire qui parle de pornographie des années 80. Et donc ça joue avec ça tout le film. Le casting est excellent, les blagues sont des fois imprévisibles et t'as ces répliques dans le film. Et puis j'adore la fin qui n'a aucun sens, mais si tu réfléchis que ça n'a aucun sens en fait. Bref, un must que j'adore revoir et encore revoir. Bref, foncez si vous l'avez pas vu. Et puis ensuite, il y a de la saga Hitman, dont malheureusement il n'y a que le 3e qui soit disponible, mais je vous conseille de tous les mater, parce que honnêtement, ce sont des putains de chorégraphies. Donnie Yen, il est badass dedans, et en même temps son personnage est d'une gentillesse, d'une sagesse, et en même temps le 3e c'est vraiment pas le meilleur en termes d'histoire, mais aussi le plus touchant, mais derrière le 2e, oh putain! Alors ok, toute la saga Hitman c'est complètement des fois caricatural, hein, un peu limite nénardesque, mais d'un côté c'est tellement jouissif en termes d'histoire, en termes de combat, que c'est limite à deux doigts d'être donné nouveau Rocky de l'ère moderne. Mais derrière l'histoire, les personnages, Donnie Yen, le casting, toute la saga est super attachante et c'était une belle saga que j'étais vraiment content de voir le dernier au ciné. Alors honnêtement, foncez, vous le regrettez pas. La dernière question en 2 parties, une scène dont tu trouves le montage très intéressant. Et bah, je vais répondre. La scène, quasiment tout le film Revolver de Guy Ritchie.
En fait, c'est un film avec Jason Statham où ça montre que Jason Statham, avant d'être un mec d'action, c'est surtout un putain d'acteur. Et là-dedans, il est énorme. Et donc, en ce qui concerne le montage, déjà, on voit vraiment l'utilisation du grand angle. On est à ras des pièces. Vraiment des pièces des échecs parce qu'il joue avec un autre personnage. Et pendant ce temps, en fait, pendant qu'il joue aux échecs, il va expliquer à l'autre personnage la théorie de l'arnaque parfaite. Et justement, du coup, c'est une plongée psychologique de comment tu peux devenir vraiment le boss du game. Vraiment, tu peux devenir le mec le plus intouchable qui soit pour expliquer justement que pour pouvoir faire la nique à son adversaire qui est au demeurant peut-être plus malin que toi, et ben en fait, il faut que tu réussisses à faire croire que t'es un imbécile en face de lui et faire croire qu'il est en train de gagner alors qu'en fait t'es en train de lui mettre à l'envers pendant ce temps-là. Et là vraiment en termes de montage, vraiment il y a toute cette dynamique où vraiment on voit que la caméra elle est super libre et on voit le rythme où le personnage il dit échec et là on voit la réponse de Statham direct. Là on comprend tout de suite que le personnage il est en train de dominer l'autre juste par ce biais-là. On comprend qu'il est maintenant gêné. Il a dit, je m'en souviens de la scène, il dit, là le mot serpent me vient de l'esprit. Là du coup après il fait le mouvement, comme ça, et en plus dans le son, il y a un bruit de serpent pendant qu'il dépasse sa pièce. On voit vraiment la fluidité de toutes les pièces, on voit vraiment... Enfin, ouais, clairement on pourrait décortiquer cette scène où tellement elle est intense, mais vraiment cette scène-là, c'est celle qui m'avait le plus marqué. Tout le film est excellent, mais cette scène-là, quand je l'ai vue, ça m'avait fait un électrochoc de me dire, putain, ce montage... Revolver, c'est mon deuxième film préféré en termes de montage. Il y a Requiem for a Dream et il y a celui-là. Tout le film, c'est un long montage. En fait, c'est un long montage sur une espèce de descente en enfer, mais de tous les personnages, entre ceux qui sont en fait qui jouent à un jeu, qui battent d'autres, mais qui essayent de se dépatouiller quand même. Et du coup, tout le film, c'est une question de domination l'un sur l'autre. Et du coup, tout le montage est basé sur ça. Et c'est tellement réfléchi, c'est tellement intense comme film, mais que je voudrais tellement en parler, mais il faudrait tellement faire bien. Et du coup, ça rejoint la deuxième sous-partie de la question. Déjà eu envie de faire des vidéos analyse d'une scène en particulier? Oui, putain, mais ouais. Et je vais même annoncer un truc, j'ai même déjà commencé à réfléchir sur un pilote. Je l'ai déjà tourné, j'ai déjà tout enregistré. Après, il manque plus que de faire le montage, et après, je vais voir si ça vaut vraiment le coup. Et après, il faudrait vraiment que qu'il faudrait que je réécrive certains trucs, parce que je pense que je me suis éparpillé, mais voilà, j'ai déjà eu envie de faire une émission comme ça où on s'arrêtait vraiment sur une scène en particulier, pourquoi cette scène marchait ou pourquoi c'était le cœur du sujet, pourquoi c'était la meilleure scène du film. Enfin, même si c'est compliqué, il faut employer des termes techniques et tout, c'est peut-être pas les trucs les plus intéressants au premier abord parce que c'est ultra technique, ça s'adresse vraiment à un public de niche pour le coup. C'est juste que je veux m'assurer que ça marche. C'est ça le truc en fait, c'est que je veux m'assurer que ça marche, qu'il n'y a pas de moment où ça digresse ou quoi que ce soit, il faut vraiment que ce soit un truc intéressant du début jusqu'à la fin. Et du coup, bah, ça conclut la vidéo FAQ, voilà, ouais. Ouais, effectivement, c'était toutes les questions que vous m'avez posées, effectivement, ouais. Il n'y avait que 2 personnes qui m'ont posé des questions, et ces 2 personnes ont eu la gentillesse de déposer plein de questions, et au moins ça a permis de remplir la vidéo FAQ. Enfin voilà, je suis sûr que je vais essayer toujours de faire des trucs artistiques, je vais essayer de pas vous oublier, je vais tenter de pas vous oublier. Voilà, ça va être un peu compliqué, il y a plusieurs vies à mener comme j'ai expliqué, mais voilà, bref, maintenant c'est le début d'une nouvelle vie maintenant, pourquoi pas, je vais essayer de vous proposer encore quand même des critiques, par-ci par-là, même si c'est pas, peut-être que ça va pas être une grosse vidéo, peut-être que ça va être des vidéos mini-critiques comme ça, mais je vais quand même essayer de toujours vous proposer quelque chose derrière. Voilà. Enfin bref, je vous dis à plus et à la prochaine, salut! Tiens, c'est quoi ce bouton rouge?